Je peux travailler, s'écria Sophie, ses petits poings s'abattant sur la vieille boîte à déjeuner rose pâle, sa voix tremblante mais farouche. De l'autre côté de la cantine, le milliardaire Richard Morel se figea. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, encore moins un enfant. Elle ouvrit la boîte d'une main tremblante, n'y révélant qu'un papier froissé. « Je suis désolé, il n'y a pas de nourriture aujourd'hui. J'essaierai de faire mieux demain. Avec tout mon amour, maman. » L'homme qui avait bâti des empires sentit sa gorge se nouer. Il comprit que la faim devant lui était d'une certaine façon la conséquence de ses propres choix. Qu'auriez-vous ressenti à sa place? Richard Morel avait passé la plupart de sa vie derrière des vitres teintées et des tables de conseil en verre poli. À 42 ans, cet investisseur milliardaire était connu pour son instinct tranchant, sa détermination implacable et son goût pour un luxe que bien peu auraient un jour la chance d'apercevoir. Pourtant, malgré les domaines, en Provence, le bureau vitré à Paris et le jet privé patientant sur un tarmac, il portait en lui un vide silencieux qu'il n'avait jamais su expliquer. Les affaires se concluaient, les chiffres s'envolaient, mais chaque victoire s'évanouissait, aussi vite que l'encre séchait. C'était un jeudi après-midi clair à Paris, lorsque sa voiture ralentit devant une école primaire modeste, nichée entre de vieux immeubles de pierre. Richard n'avait pas prévu de s'arrêter. Il déveillait rarement de son emploi du temps, mais la vue des enfants riant dans la cour l'attira avec une force inattendue. Il gara sa voiture à un pâté de maison, desserra sa cravate et franchit le portail, ne portant qu'une enveloppe destinée au fonds de soutien de l'école. L'intérieur sentait légèrement la craie et le pain chaud de la cantine. Les enseignants saluaient les élèves qui se pressaient dans les couloirs, et Richard se sentit soudain trop endimanché dans son costume sur mesure. Pourtant, il poursuivit se répétant que cette visite n'était rien de plus qu'un simple geste de bonne volonté. Il rencontra brièvement la secrétaire, laissa l'enveloppe sur son bureau et refusa poliment toute reconnaissance. En repartant, il s'arrêta près de la cantine, attiré par le vacarme des enfants en récréation. De longues rangées de tables en bois occupaient la salle. Certains sortaient des boîtes colorées, d'autres portaient des plateaux de la ligne de service. C'était bruyant, désordonné, vivant. Mais dans un coin, il remarqua une enfant, assise seule, une fillette d'à peine 7 ans, ses nattes sombres tombant sur ses épaules. Devant elle, une boîte rose passait manifestement vide. Au lieu de manger, elle faisait semblant avec soin, disposant des assiettes invisibles, versant des boissons imaginaires, parlant doucement, comme si elle tenait un grand restaurant. Richard s'arrêta. La scène était à la fois attendrissante et bouleversante. Il s'approcha ses chaussures vernies, claquant doucement sur le carrelage. La petite leva les yeux, d'abord surprise, puis elle sourit avec une lumière qui le désarma. « Bienvenue, monsieur », dit-elle avec sérieux, ses petites mains jointes. « Voulez-vous une table ?» Il s'assit maladroitement sur le banc, trop bas, ses genoux remontés presque contre sa poitrine. « S'il vous en reste une, répondit-il en jouant le jeu. Les yeux de la fillette brillèrent. « Bien sûr. Le plat du jour, c'est des pâtes à la sauce magique, et le dessert, c'est une surprise. » Elle ouvrit la boîte avec un geste théâtral. Un instant, il s'attendit à ne rien voir. Pourtant, au fond, soigneusement plié, se trouvait un morceau de papier. Richard distingua l'écriture, avant qu'elle ne referme vite la boîte. En lettres appliquées, on lisait « Je suis désolé, il n'y a pas de nourriture aujourd'hui. J'essaierai demain. Avec amour, maman. » Ces mots le frappèrent comme un coup de marteau. Il avait lu des bilans financiers qui coupèrent des entreprises en deux.
vu des contrats déplacer des millions, mais rien jamais ne l'avait transpercé comme cette simple ligne. L'enfant sentant son regard, referma la boîte et reprit son jeu, remuant l'air d'une cuillère invisible. Richard força un sourire et leva une fourchette imaginaire. « Ces pâtes sont délicieuses, dit-il la gorge serrée. Le sourire de la fillette s'élargit encore. C'est ma recette secrète. Seuls les clients spéciaux peuvent la goûter. Il acquiesça mâchant du vide. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose venait de se déplacer. Des années durant, il avait couru après la signification dans les marges de profit et les résultats trimestriels. Et là, face à un enfant sans rien d'autre qu'une boîte usée et une imagination assez forte pour masquer sa faim, il sentit une vérité qu'il avait toujours manqué. La salle autour d'eux s'effaça. Il n'entendait plus le fracas des plateaux, ni les éclats de voix. Il ne voyait que ses petites mains mimant le service. Elle n'avait plus son innocence pour la protéger de la dureté du réel. Et en cet instant, le milliardaire, qui pensait tout posséder, sentit ses yeux brûler. Il cligna rapidement, avalant difficilement une vague d'émotion à laquelle il ne s'attendait pas, et pour laquelle il n'était pas préparé. « Tu viens ici tous les jours ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » répondit-elle fièrement. « Sauf quand il pleut trop. Alors mon restaurant ferme, mais demain, il sera ouvert de nouveau. Est-ce que vous reviendrez ?» Richard hésita. Il n'avait jamais promis quoi que ce soit à quelqu'un en dehors de ses contrats et de ses conseils d'administration, mais quelque chose dans ses yeux pleins d'espoir ne lui laissa aucun choix. « Oui, » dit-il doucement, « je reviendrai. » La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Sophie referma la boîte vide, avec un soin étudié, et l'emporta comme si elle était pleine. Richard resta seul un long moment, fixant la place qu'elle venait de quitter, hanté par l'image de ce papier plié. Pour la première fois depuis des années, l'homme qui mesurait sa vie en milliards regagna sa voiture en se sentant pauvre. Et il sut avec une certitude troublante que la promesse faite à cette petite fille serait tenue. Le lendemain, Richard Morel franchit les grilles de l'école, emportant une boîte à déjeuner toute neuve, soigneusement emballée dans un sac en papier. Il l'avait choisie lui-même, ce matin-là, dans une petite boutique près de Montmartre, à Paris. Un modèle joyeux, couvert de grands tournesols lumineux. À l'intérieur, il avait préparé des pâtes, des fruits frais et une petite barre de chocolat. Il avait demandé à son chauffeur de ne pas l'attendre, car ce n'était plus une halte rapide, mais un geste qu'il voulait accomplir de ses propres mains. En entrant dans la cantine, ses yeux cherchèrent, presque aussitôt, Sophie Martin. Elle était assise à la même table, la vieille boîte rose posée devant elle, comme si elle s'apprêtait à rouvrir son restaurant. En le voyant, son expression passa de la surprise à la joie, et elle lui fit signe de venir comme s'il était son client le plus important. « Je vous ai gardé une table », annonça-t-elle. Richard sourit, posa le sac sur la table, en sortit lentement la boîte au tournesol et la déposa devant elle. « J'ai pensé que ton restaurant méritait une amélioration, » dit-il. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent lorsqu'elle toucha la boîte avec respect. Puis elle l'ouvrit prudemment et découvrit la vraie nourriture. Sa bouche resta grande, ouverte. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle. Richard hocha la tête. « Oui, mais seulement si tu promets de partager avec tes clients. » Elle éclata de rire, un son si pur qu'il illumina toute la pièce, et sans hésiter, elle commença à découper les fruits en petits morceaux, appelant quelques camarades. « Aujourd'hui, on sert un menu spécial, » dit-elle fièrement. Les enfants accoururent curieux et rieurs, et Sophie leur distribua des tranches de pommes et des portions de pâtes.
Elle donna plus de la moitié avant de prendre enfin une bouchée. Richard resta silencieux, observant tandis que les rires des enfants emplissaient la salle. Le restaurant de Sophie était devenu réel, non pas grâce à la nourriture, mais grâce à la joie qu'elle portait en elle. Il comprit que ce qu'il avait apporté n'était pas seulement un déjeuner, mais de la dignité, la possibilité d'appartenir sans se cacher. Quand les autres enfants regagnèrent leur place, Sophie se pencha et confia. « Maman dit qu'il ne faut rien accepter des étrangers. Mais vous n'avez pas l'air d'un étranger. » La gorge de Richard se serra et il répondit doucement. « Ta maman semble être une femme très sage. » Elle les dit Sophie rapidement. Elle travaillait dans une grande usine à Lyon. Elle fabriquait des vêtements. Elle travaillait beaucoup, mais un jour, on lui a dit qu'il n'avait plus besoin d'elle. Elle pleure parfois, mais elle me dit que ça ira. Elle baissa les yeux vers la boîte au tournesol, ses petits doigts en suivant les contours. C'est pour ça que j'ai dû faire semblant hier. Je ne voulais pas que les autres sachent. Richard se figea. Lyon. Il connaissait cette usine. C'était l'une de ses propres filiales, une société textile qu'il avait rachetée des années plus tôt. Son esprit tourna, en revoyant les rapports trimestriels, les ordres de restructuration, les licenciements. Le nom, Martin, n'était jamais apparu sur son bureau, mais la décision qui avait bouleversé leur vie portait sa signature. Il sentit l'air lui manquer. Un instant, il voulut se dérober et repousser cette pensée, comme une coïncidence, mais les yeux de Sophie étaient fixés sur lui, avec une confiance qui ne permettait aucun déni. Il acquiesça lentement. « Ta maman doit être très forte, » dit-il doucement. Sophie sourit. « Oui, elle me dit de continuer à dessiner et à sourire. Elle dit demain viendra toujours. » De son sac, elle sortit une feuille pliée et la lui tendit. C'était un dessin aux couleurs vives, représentant 3 personnes assises autour d'une table, une femme aux longs cheveux noirs, une petite fille bonatte et un grand homme en costume. « C'est moi et maman », expliqua-t-elle, en désignant les 2 premières figures. Puis elle tapa du doigt l'homme en costume. « Et ça, c'est vous. Vous êtes venu dîner. » Richard resta longtemps à contempler le dessin. Quelque chose en lui venait de se fissurer. Toute sa carrière, il avait bâti des murs entre lui et les vies touchées par ses décisions. Les chiffres et les prévisions l'avaient toujours protégé des noms et des visages. Mais ici, dans le dessin d'un enfant, il se voyait non pas comme un dirigeant lointain, mais comme un membre de la famille. « Veux-tu que je le garde ?» demanda-t-il prudemment. « Oui, » répondit Sophie, « parce que si vous le gardez, alors vous devrez revenir. Sinon ce ne sera pas vrai. » Il plia soigneusement la feuille et la glissa dans la poche de sa veste. « Alors je reviendrai, » promit-il. La cloche sonna de nouveau et Sophie rangea sa nouvelle boîte à déjeuner, la serrant contre elle comme un trésor. Richard l'accompagna jusqu'à la porte de la classe. D'autres parents attendaient dans le couloir pour accueillir leurs enfants, mais Sophie avançait seule. Elle se retourna une dernière fois avant de disparaître dans la salle. « N'oubliez pas, » dit-elle fermement. Richard quitta l'école avec le dessin pressé contre son cœur. Il était entré dans ce lieu avec l'intention de faire un petit don. Il en sortait avec une responsabilité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'écho de ces mots, « c'est vous ». Vous êtes venu dîner, le suivit jusqu'à sa voiture. Quand le chauffeur ouvrit la portière, Richard hésita. Pour la première fois depuis des années, son prochain geste n'avait rien à voir avec le profit ou le prestige. Il concernait uniquement une petite fille qui croyait que demain pouvait être meilleur
et qui lui avait fait confiance pour en être une partie. Richard Morel n'avait jamais parcouru les ruelles étroites de Lyon avec un tel poids dans la poitrine. Il connaissait la ville pour des réunions de conseil, des dîners, dans des salles ornées des séances photos qui le présentaient comme un visionnaire. Mais cette fois était différente. Il ne se dirigeait ni vers une villa, ni vers une suite d'hôtels. Il suivait une fillette de 7 ans jusqu'à un petit appartement au-dessus d'une boulangerie fermée. L'escalier sentait légèrement la pierre humide et le pain rassis. Sophie montait rapidement sa boîte au tournesol, rebondissant à son côté. Richard la suivait plus lentement, ses chaussures cirées, résonnant dans le couloir étroit. Elle s'arrêta devant une porte à la peinture écaillée, colla son oreille contre le bois, puis tourna la poignée. Maman appela-t-elle doucement. Je suis rentré. L'appartement était à peine plus grand qu'une salle de bain d'invité chez Richard. Un petit lit se trouvait dans un coin, recouvert d'une couverture mince, soigneusement pliée. Une plaque chauffante reposait sur un comptoir, près d'un évier fendu. La lumière entrait par une seule fenêtre son rideau usé et rapiécé. Sur la table s'empilait un tas d'enveloppes non ouvertes, leurs mentions rouges, visibles, même de loin factures, relances à vie de coupure. Sophie posa sa boîte et courut vers la silhouette allongée sur le lit. Isabelle Martin n'était pas vieille, la trentaine, mais la maladie et l'épuisement avaient creusé de profondes ombres sous ses yeux. Elle tourna lentement la tête, révélant des pommettes saillantes et des lèvres serrées par la détermination. Même dans sa faiblesse, il y avait une force qui imposait le respect. « Voici Monsieur Morel », annonça fièrement Sophie, comme si elle présentait un roi. « C'est lui qui m'a apporté la nouvelle boîte. » Isabelle se redressa contre l'oreiller, ses gestes mesurés trahissant une fatigue qu'elle cherchait à cacher. « Monsieur Morel, dit-elle doucement, sa voix, marquée par un accent léger, mais clair, je ne sais pas quoi dire. Ma fille ne ramène pas d'étrangers d'habitude. » Richard inclina la tête, incertain de la réponse à donner. Il se sentait comme un intrus dans cet endroit où chaque recoin parlait de survie. « Votre fille est extraordinaire, » dit-il enfin. « Elle a une façon d'illuminer le monde. » Les lèvres d'Isabelle esquissèrent un faible sourire. Elle porte plus qu'un enfant ne devrait, mais c'est elle qui nous maintient debout toutes les deux. Son regard se posa sur Sophie, qui étalait ses crayons sur le sol, comme si rien n'était anormal. Richard hésita avant de reprendre la parole. « Sophie m'a dit que vous travailliez à Lyon à l'usine textile. » L'espace d'un instant, quelque chose passa dans les yeux d'Isabelle, de la douleur, de la fierté, peut-être les deux. « Oui, » répondit-elle simplement. « J'y ai travaillé 11 ans. Ma mère y avait travaillé avant moi. Nous pensions que c'était sûr. Mais puis les commandes ont baissé. Le directeur a dit que les coûts étaient trop élevés. Et un jour, ils nous ont réunis dans la salle de repos. Ils ont lu des noms sur une liste. Le mien en faisait partie. Ses mots étaient calmes, mais Richard en percevait tout le poids. Il connaissait cette liste. C'était lui qui avait signé la directive. Il se souvenait de la réunion à Paris des conseillers pressants pour réduire les effectifs des graphiques, rendant ce choix logique et inévitable. Pour lui, ce n'avait été que des chiffres sur un tableau. Pour elle, c'était la destruction d'une vie. « Je suis désolé », murmura-t-il bien que les mots lui parussent dérisoires. Isabelle lâcha un petit rire non cruel, mais résigné. « Désolé, ne paie pas le loyer, monsieur Morel. Désolé, ne garde pas la lumière allumée. Mais je ne demande pas de pitié. J'ai trouvé d'autres petites travaux, quand je pouvais nettoyer des bureaux la nuit, repriser des vêtements pour les voisins. Ce n'était jamais suffisant, mais c'était déjà quelque chose.
Quand je suis tombée malade, eh bien, Sophie a dû apprendre à faire davantage toute seule. C'est ça le plus dur, voir son enfant porter des fardeaux qu'elle ne devrait jamais connaître. Richard sentit l'air s'alourdir. Son regard se posa sur la boîte à déjeuner. Sophie l'avait posée soigneusement sur la table, et les tournesols éclatants semblaient irréels dans la pièce, assombris comme une étincelle d'espoir au milieu de la défaite. Il comprit alors que ce petit cadeau signifiait bien plus qu'il ne l'avait imaginé. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide ?» demanda-t-il d'une voix basse. Isabelle se redressa légèrement. « Parce que l'aide vient toujours avec des conditions. Parce que les gens vous regardent autrement dès qu'ils savent que vous ne pouvez pas tenir seul. Je voulais que Sophie croie que sa mère était forte, pas brisée. » Richard avala avec difficulté. Il pensa au dîner de gala qu'il avait organisé, aux œuvres caritatives qu'il avait financées, aux chèques signés entre 2 verres de Grand Cru. Il s'était persuadé qu'il faisait le bien. Pourtant, ici dans ce modeste appartement, il voyait enfin les visages derrière les statistiques qu'il avait traités comme des abstractions. Il voyait le prix de l'efficacité gravé dans les joues creusées d'Isabelle et le courage silencieux de son enfant. Sophie brisa le silence en accourant avec un nouveau dessin. Cette fois, elle avait représenté une petite maison avec 3 silhouettes devant. « Voilà maman, voilà moi. Et voilà, » vous expliqua T.L. « Vous voyez, on est tous ensemble. » Isabelle regarda le papier, puis Richard, ses yeux se plissant légèrement. « Vous la connaissez depuis 2 jours seulement, et déjà elle vous dessine dans nos vies. Les enfants ne voient pas le monde comme les adultes. Ils croient ce qu'ils ressentent, pas ce qu'ils calculent. » Richard soutint son regard sans fléchir. « Peut-être que c'est ça qu'on a oublié. Peut-être que les enfants ont raison, plus souvent qu'on ne l'admet. » Un long silence pesa, empli de questions non dites. Richard voulait avouer la vérité qu'il n'était pas simplement un visiteur, ni un riche homme tombé par hasard dans leur univers, mais bien celui dont la signature figurait au bas de la décision qui avait détruit son emploi. Les mots restèrent coincés. Si elle l'apprenait maintenant, ne briserait-il pas la fragile confiance qui naissait? Il regarda de nouveau Sophie qui fredonnait doucement en coloriant le toit de la petite maison. Son innocence ne fit que renforcer sa résolution. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait choisir ce qui viendrait ensuite. « Je ne veux pas être un autre étranger qui disparaît, dit-il enfin. Je veux aider pas comme un geste de charité, mais comme un engagement. Votre fille mérite mieux que des promesses vides. » Isabelle l'observa attentivement, pesant ses mots. La fierté luttait contre la nécessité dans son expression. Finalement, elle acquiesça bien que sa voix demeura ferme. « Aidez-la d'abord. Si vous pouvez faire ça, alors nous verrons. » Ce soir-là, en quittant le petit appartement, l'air de Lyon lui sembla différent. La beauté de la ville avait toujours résidé pour lui dans ses places, ses musées, son histoire industrielle. Mais désormais, son sens se trouvait lié à un logement usé, au-dessus d'une boulangerie fermée, à une mère qui luttait pour tenir debout, et à une fillette qui croyait qu'une boîte au tournesol pouvait contenir un festin. Il repartit dans la nuit en gardant dans sa poche le dessin de Sophie soigneusement plié, et dans son cœur la lourde certitude que le prix de ses décisions avait désormais un nom, un visage et une famille qu'il ne pouvait plus ignorer. La semaine suivante, Richard Morel franchit le hall de marbre du siège de son entreprise, à Paris, le cœur chargé d'un poids qu'il ne pouvait plus refouler. Le conseil d'administration l'attendait à l'étage impatient de discuter des résultats trimestriels et des nouvelles acquisitions. Mais Richard n'avait qu'une seule chose en tête: Isabelle Martin
et sa fille, Sophie, le petit appartement lyonnais, la pile de factures impayées, le regard d'Isabelle quand elle parlait de son licenciement. Tout cela était devenu plus réel pour lui que les bilans financiers étalés sur son bureau. La salle du conseil était brillante et polie, une longue table de verre, entourée d'hommes et de femmes en tailleur et costumes. Ils se levèrent à son entrée, puis reprirent place lorsque la réunion commença. Pendant des années, Richard avait dirigé ses séances avec précision, chaque mot pesé pour l'efficacité. Mais ce jour-là, sa voix portait autre chose. « Nous devons revenir sur les licenciements à Lyon, dit-il, sans détour, en particulier ceux de la division textile. » Un murmure parcourut la salle. Un administrateur se pencha en avant, son ton sec. « Cette décision nous a fait économiser des millions. L'usine était déficitaire. Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir en arrière. » Richard soutint son regard, les yeux fermes. Cela a peut-être permis d'économiser de l'argent, mais cela a détruit des vies. Des personnes qui avaient donné des années de service ont été renvoyées comme de simples chiffres sur un tableau. J'ai signé cet ordre et j'ai l'intention de le corriger. Un autre administrateur secoua la tête. « Richard, ce n'est pas personnel, c'était du business. Si nous commençons à rouvrir chaque décision par sentiment, nous perdrons toute crédibilité auprès des investisseurs. » L'ancien Richard aurait peut-être acquiescé, mais l'image du dessin de Sophie brûlait dans sa poche comme une marque au fer rouge. Il se pencha en avant, la voix ferme. « C'est personnel. Voilà précisément le problème. Nous avons rendu les choses impersonnelles trop longtemps. Nous nous cachons derrière des chiffres en oubliant qu'ils représentent des familles, des enfants, des avenirs. Si nous avons un problème de crédibilité, c'est parce que nous avons oublié notre humanité. » La salle tomba dans le silence. Personne n'osa le contredire directement, mais le malaise était palpable. Richard savait qu'il s'opposait à une culture qu'il avait lui-même façonnée, une culture d'efficacité impitoyable. Pourtant, il insista. « Je veux qu'Isabelle Martin soit réintégrée immédiatement, avec une compensation équitable pour ce qu'elle a perdu. Et je veux une révision de tous les licenciements à Lyon. Nous donnerons la priorité aux réembauches quand ce sera possible. » Les administrateurs échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux finit par parler. « Vous nous demandez de réécrire un précédent. Les investisseurs demanderont « Pourquoi ? Que devons-nous leur dire ?» Richard répondit sans hésiter. « Dites-leur que nous investissons dans les personnes. Dites-leur que nous refusons de faire du profit au détriment de la dignité. Et s'ils ne peuvent pas comprendre, alors peut-être ne sont-ils pas les investisseurs dont nous avons besoin. » Ses propres mots le surprirent, mais une fois prononcés, il sentit leur vérité résonner. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux cours de bourse, ni aux rapports trimestriels. Il pensait à Sophie, ouvrant sa boîte et n'y trouvant rien. Le conseil résista pendant des heures, évoquant les risques et brandissant la menace d'une révolte des actionnaires. Richard écouta, mais sa résolution ne fléchit jamais. À la fin de la réunion, les premières mesures furent lancées. Isabelle recevrait une nouvelle proposition à Lyon, correspondant à ses compétences et reconnaissant sa fidélité. Plus importante encore, Richard avait semé au sein de l'entreprise la graine d'un changement. Ce soir-là, il conduisit lui-même jusqu'à Lyon pour annoncer la nouvelle. Isabelle ouvrit la porte, l'expression prudente. Sophie accourut, sa boîte aux tournesols à la main, son visage s'illuminant en le voyant. « Vous êtes revenu, dit-elle, comme si elle n'en avait jamais douté. » Richard s'agenouilla pour croiser son regard. « Je l'avais promis, non. » Puis il se tourna vers Isabelle. « J'ai parlé au conseil.
vous retrouvez votre poste, mais pas seulement. Nous créons de nouvelles règles pour que ce qui vous est arrivé ne se reproduise plus. » Le visage d'Isabelle se crispa. « Pourquoi faites-vous cela? Par culpabilité, par charité ?» Richard secoua la tête. « Par responsabilité, par respect. Vous méritiez mieux, et je vous ai trahi. Ce n'est pas de la pitié, c'est réparer une faute. » Un instant, elle ne dit rien, scrutant son visage avec lassitude. Puis elle hocha lentement la tête, bien que sa voix restât fière. « Je ne veux pas de faveur, je veux le mériter. » Richard répondit doucement. « Vous l'avez déjà mérité, il est temps que nous l'honorions. » Dans les semaines qui suivirent, Richard alla plus loin. Il lança un programme baptisé « Un déjeuner pour chaque enfant », garantissant à chaque élève des écoles publiques de Lyon un repas gratuit chaque jour. Ce qui avait commencé par une simple boîte devint une initiative à l'échelle de la ville, bientôt observée par d'autres régions. Les journaux parlèrent du milliardaire qui avait changé de cap de l'homme, autrefois réputé pour son efficacité implacable, et qui parlait désormais ouvertement de responsabilité et de bienveillance à la cantine. Sophie ne s'asseyait plus seule, en feignant de servir des plats invisibles. Elle devint la première enfant à aider à distribuer les repas, offrant fièrement des assiettes à ses camarades. Richard venait souvent non comme un bienfaiteur, en quête de reconnaissance, mais comme un homme qui apprenait à être présent. Un après-midi, Sophie lui apporta un nouveau dessin. Cette fois, la table était longue et remplie d'enfants qui mangeaient ensemble. Elle s'était dessinée en tête de table sa mère, à ses côtés, et Richard, à l'autre bout, souriant. « Maintenant tout le monde mange », expliqua-t-elle. Richard sentit quelque chose s'éveiller en lui, une émotion qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais procurée. Ce n'était pas de la fierté, c'était l'appartenance. Le conseil continuait de grogner, les investisseurs de questionner, mais Richard ne s'en souciait plus de la même manière. Il avait vu ce qu'était la vraie richesse, non dans les bilans, mais dans l'éclat des yeux d'une enfant qui savait que demain apporterait un repas et non une lettre d'excuse. Un soir, en sortant de l'usine de Lyon après une longue journée, des ouvriers s'arrêtèrent pour lui serrer la main. Certains paraissaient sceptiques, d'autres reconnaissants, mais tous comprenaient que quelque chose avait changé. Il ne se cachait plus derrière des murs de verre. Il était là parmi eux, portant enfin le même fardeau de responsabilité qu'ils avaient toujours supporté. Et lorsqu'il revint dans le petit appartement, au-dessus de la boulangerie, Isabelle l'accueillit à la porte avec une force tranquille. « Vous avez changé plus que ma vie, » dit-elle simplement. « Vous avez changé l'avenir de ma fille. » Richard hocha la tête humble. C'est elle qui a changé la mienne d'abord. C'était la vérité qu'il portait désormais partout avec lui. Pas les chiffres, pas les gros titres, mais le souvenir d'une boîte vide et de la promesse de la remplir, non pas seulement pour un enfant, mais pour beaucoup. Le printemps arriva lentement à Lyon, apportant un renouveau que Richard Morel n'avait jamais connu. Pendant des années, son agenda avait été rythmé par les appels de résultats, les voyages d'affaires et les bilans trimestriels. Désormais, ses journées se mesuraient à de plus petits instants, le rire de Sophie dans la cour de récréation, la voix d'Isabelle reprenant de la force semaine après semaine, le rythme ordinaire d'une vie qui n'était plus faite de contrôle, mais de présence. Isabelle avait accepté son nouveau poste à l'usine. Cette fois non pas derrière une machine à coudre, mais dans une fonction de gestion. Richard l'avait voulu ainsi, non comme un cadeau, mais comme la reconnaissance de sa fidélité et de ses compétences déjà prouvées. Au début, elle avait résisté, craignant une charité déguisée en formalité, mais avec le temps,
Elle comprit qu'il disait vrai. Elle l'avait mérité bien avant qu'ils ne croisent leur chemin. Chaque matin, elle partait au travail, la tête haute, le pas plus assuré, la voix plus ferme. Les mêmes ouvriers, qui l'avaient vue comme une victime des licenciements, la regardaient désormais comme une femme revenue plus forte. Sophie, elle s'épanouissait dans son univers. Elle ne se cachait plus au fond de la cantine. Elle était devenue l'hôtesse officieuse du nouveau programme de repas, accueillant camarades et enseignants comme si toute l'initiative venait d'elle. Elle portait fièrement sa boîte au tournesol, remplie de vraie nourriture chaque jour. Parfois, elle jouait encore à son jeu du restaurant, mais cette fois avec de vraies assiettes à servir qu'elle partageait avec joie. Ses professeurs remarquaient sa confiance nouvelle, son envie d'apprendre, sa manière d'attirer les autres dans son élan. Elle n'était plus l'enfant silencieuse qui faisait semblant. Elle menait, elle s'épanouissait. Richard se retrouvait happé plus profondément dans leur vie, d'une façon qu'il n'avait pas prévue. Il cessa de voir ses visites comme des obligations, il les considéra comme des repères. Les dîners, autour de la petite table de cuisine d'Isabelle, devinrent les moments forts de sa semaine. Parfois les repas se composaient simplement de soupe, de pain, de légumes frais du marché voisin, mais ils portaient une chaleur qu'il n'avait jamais connue dans les salles à manger de ces domaines. Sophie racontait des histoires avec de grands gestes. Isabelle écoutait avec une patience amusée, et Richard découvrait la beauté discrète du simple fait d'être présent. Un soir, Sophie lui tendit un autre dessin. Cette fois, il représentait une maison avec 3 fenêtres et un jardin devant. À l'intérieur, 3 personnages, une femme, une fillette et un homme en costume sans mallette. Elle les avait dessinés se tenant par la main. « C'est nous », expliqua-t-elle d'un ton assuré. « C'est notre maison quand on est tous ensemble. » Richard contempla le dessin, plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, la gorge serrée. Ce n'était pas l'avenir qu'il avait jamais imaginé pour lui-même, mais dans les couleurs vives de l'imagination d'un enfant, il voyait une vérité qu'il ne pouvait plus nier, il formait déjà une famille. Isabelle remarqua le regard dans ses yeux et parla doucement. « Vous avez fait plus que ce qu'on aurait pu attendre. Vous avez redonné espoir à Sophie. Vous m'avez rendu ma dignité. Mais vous ne nous devez rien de plus. » Richard secoua la tête. Il ne s'agit pas de devoir. Il s'agit de vouloir rester, de choisir de rester. Elle le fixa en silence, comme pour mesurer si elle pouvait le croire. Des années durant, elle avait porté seule le fardeau de la survie, ne faisant confiance à personne d'autre qu'à elle-même. Laisser quelqu'un entrer dans ce cercle n'était pas facile, mais la façon dont Sophie s'accrochait à lui, la lumière dans ses yeux, quand il arrivait, l'avait déjà inscrit dans leur histoire. Au fil des semaines, qui devinrent des mois tous 3, trouvèrent un rythme. Richard apprit à faire les courses, à assister aux présentations de Sophie à l'école, à marcher avec Isabelle dans les rues de la ville sans garde du corps, ni journaliste. Il découvrit qu'il pouvait trouver de la joie dans les gestes les plus ordinaires, aider Sophie à faire ses devoirs, monter le linge, à l'étage, écouter Isabelle, parler de ses idées, pour améliorer les conditions à l'usine. Pour la première fois de sa vie, son identité ne se mesurait plus en titres ni en comptes en banque, mais à la façon dont il savait être là. Un après-midi, tandis que le soleil de printemps inondait la pièce, Sophie glissa un mot plié dans sa boîte à déjeuner. Au dîner, elle le tendit à Richard avec un sourire timide. Il l'ouvrit et lut « Merci d'être là. Vous faites partie de notre famille maintenant. » Ses yeux se brouillèrent avant même qu'il n'ait pu finir la phrase. Il avait déjà pleuré un jour dans une cantine, devant la boîte vide d'une petite fille, mais cette fois, les larmes venaient de la plénitude.
Il prit sa main, puis celle d'Isabelle. « Je ne mérite pas cela, » murmura-t-il. La voix d'Isabelle fut ferme. « Vous n'avez pas à le mériter. Vous devez seulement continuer à le choisir. » Richard acquiesça bouleversé par la simplicité de ces mots. Pendant si longtemps, il avait cru que la vie consistait à gagner, prouver, conquérir. Mais là, avec le billet d'une enfant et le regard calme d'une femme, il comprit que l'amour ne relevait pas du mérite, mais de la présence. L'histoire de Richard Morel, autrefois un milliardaire connu seulement pour son efficacité impitoyable, se répandit au-delà de Lyon. Les journalistes écrivirent sur l'homme qui avait lancé un programme pour nourrir les enfants des écoles, qui avait réintégré des ouvriers licenciés, qui changeait la culture de son entreprise de l'intérieur. Mais pour Richard, la véritable histoire n'était pas dans les gros titres. Elle se trouvait dans un petit appartement, au-dessus d'une boulangerie dans une boîte au tournesol, qui ne portait plus la honte dans le lien fragile, mais grandissant d'une famille qui lui avait fait une place. Il ne ressentait plus le vide qu'il avait hanté dans les tours de verre et les voitures de luxe. Il éprouvait quelque chose de bien plus grand et inébranlable, l'appartenance. Et tandis qu'il bordait Sophie ce soir-là, le billet, encore dans sa poche, il réalisa la vérité qu'il avait poursuivie depuis toujours. La vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres, mais en présence, en amour, et dans le courage de choisir les êtres humains plutôt que le pouvoir. Quand Sophie murmura d'une voix ensommeillée « Tu reviendras demain, hein ?» Il sourit en écartant une mèche de ses cheveux. « Je ne vais nulle part, » répondit-il. Et pour la première fois, il savait que c'était vrai. Le parcours de Richard Morel avait commencé par une rencontre fortuite dans la cantine modeste d'une école de Lyon. Mais ce qui s'était déroulé après dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Milliardaire, connu pour son efficacité froide et sa maîtrise des chiffres, Richard n'aurait jamais pensé qu'une boîte délavée, portée par une petite fille affamée, prénommée Sophie, ferait tomber les murs qu'il avait construits autour de lui. Le mot glissé à l'intérieur, écrit par sa mère épuisée, Isabelle, s'excusant de n'avoir rien à donner, l'avait transpercé plus violemment que n'importe quel échec en conseil d'administration. Cet instant n'était pas seulement une émotion, il fut une transformation. À partir de ce jour, la vie de Richard prit un chemin qui défiait tout ce qu'il croyait valoriser. Il retourna à l'école, non par obligation, mais parce que le sourire et le courage de Sophie réveillaient en lui quelque chose qu'il croyait perdu, son humanité. Ce qui avait commencé comme un simple geste, offrir un repas, devint un lien avec Sophie et Isabelle, un lien enraciné, non dans la richesse, mais dans la sincérité. Richard comprit que la véritable richesse ne résidait ni dans les empires, ni dans les domaines, mais dans la confiance d'un enfant qui l'invitait à son restaurant imaginaire et lui offrait une place à une table vide. Quand la vérité d'Isabelle éclata ses années de loyauté d'ouvrière balayées sans ménagement, sa lutte pour survivre après avoir été rejeté par le système que Richard lui-même avait contribué à bâtir, il fut confronté à la plus profonde contradiction de sa vie. Il avait été l'architecte des chiffres, mais aveugle aux personnes que ces chiffres détruisaient. Le jour où il accepta cette vérité fut le jour où la rédemption devint possible. Richard ne s'enfuit pas devant sa responsabilité. Il l'affronta de face. Il choisit non seulement de rendre à Isabelle sa dignité avec un emploi équitable, mais aussi de transformer la culture même de son entreprise, prouvant que les affaires pouvaient et devaient servir l'humanité. Et de là quelque chose d'encore plus grand naquit un programme qui garantissait des repas aux enfants qui autrement auraient eu faim. Une communauté relevée, non par la charité, mais par la reconnaissance
que la dignité commence avec l'essentiel, la nourriture, le travail et l'espérance. Sophie, la petite fille, à la boîte vide, devint l'étincelle d'un mouvement qui s'étendit bien au-delà de sa cour d'école. Richard, autrefois, un homme qui ne mesurait la réussite qu'en profit, découvrit un héritage bien plus précieux des vies changées pour le mieux. Car il avait enfin vu les visages derrière les chiffres. Que nous laisse cette histoire? Une leçon plus forte que la simple émotion. La vie nous présentera toujours des chiffres, des délais, des responsabilités. Mais derrière chaque chiffre, il y a une personne, une histoire, un battement de cœur. Il est facile de détourner le regard, de justifier nos choix au nom de l'efficacité ou de l'ambition. Mais la vérité, c'est que la vraie force vient de l'acceptation des conséquences de nos décisions et du courage de faire mieux. L'histoire de Richard n'est pas celle d'un milliardaire sauvant une petite fille, c'est celle d'un homme qui apprend que le pouvoir sans compassion est vide et que le plus petit acte de bonté peut se propager jusqu'à changer le monde. Pour nous, dans notre vie quotidienne, la leçon est claire. Nous ne dirigeons peut-être pas tous des entreprises, ni ne vivons dans des villas, mais chacun de nous a le pouvoir de voir l'invisible, de remarquer les luttes de ceux qui nous entourent et d'agir. Qu'il s'agisse d'offrir un repas, de prêter une oreille attentive, ou de défendre la justice là où d'autres détournent le regard, ces choix construisent un héritage de soins et de connexion. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est la force la plus durable que nous puissions offrir au monde. Si Richard a pu être transformé par une boîte à déjeuner vide, peut-être que nous aussi pouvons être touchés par les besoins silencieux, juste devant nous. Peut-être qu'aujourd'hui quelqu'un dans votre vie a besoin que vous le remarquiez, que vous agissiez, que vous vous en souciez. Merci d'être resté avec cette histoire. Si elle vous a ému, si elle vous a fait réfléchir à ce qui compte vraiment, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien nous donne la force de continuer à créer des récits qui inspirent, qui questionnent et qui nous rappellent à tous le pouvoir que nous avons de faire une différence. Ensemble, nous pouvons partager plus que des histoires. Nous pouvons partager le changement.